Alors, une présentation du carré d'Aristote, qui n'est pas du tout, bien entendu, un objet de ma fabrication et qui est totalement prélevé sur la tradition logique, la toute première, on pourrait dire. Le carré d'Aristote oppose 4 quantités. Il s'agit de quantités. Il y en a de deux types différents. Il y a des quantités exprimées par la négative, ici négo, et des quantités exprimées par l'affirmative, ici affirmo, que j'ai placé dans mon schéma à moi, par contre, en haut et en bas, ce qui n'est peut-être pas tout à fait la tradition aristotélicienne, puisque très souvent on voit le carré avec ces données-là latéralisées. Mon carré à moi donc, est donc tourné d'un quart de tour vers la gauche. Il y a donc ces deux valeurs de quantification que sont donc la négation et l'affirmation. Et puis, d'un autre côté, on voit figurer ici les universels, hein, et ici les existentiels. Je m'explique. Il y a donc l'universel affirmative que dans les vocabulaires de la logique moderne du 19e siècle, on va dire, on a pris pour habitude d'écrire quel que soit x, f de x, ou encore pour tout x, f de x. Le quel que soit, moi je l'ai représenté par un v pour éviter les problèmes de lettres sur le net. Et universelle, donc affirmative, et la particulière affirmative s'appellera donc I, c'est la tradition logique ancienne, latine, qui collait au mot latin affirmo, donc A pour l'universel affirmative et I pour l'universel, pour la particulière affirmative. Le I, c'est donc il existe x, f de x, que j'écris, moi, il existe, avec un grand E majuscule du clavier pour éviter les ambiguïtés, les changements de lettres par le biais du net. Du côté des négations universelles négatives, quel que soit x, non f de x. Alors, même chose pour le nom, j'utilise le L avant la fonction x, au lieu d'utiliser le L à l'envers de la négation des écritures logiques classiques. Au passage, j'ai fait des présentations donc de ces écritures logiques dans les chapitres concernés. Universelle négative donc ici, particulière négative, il existe au moins un x pour lequel non f de x. Voilà, alors, voilà donc la présentation d'un carré qui a pour particularité d'être dans la réalité pas du tout carré, quoi. Rien dans tout cela n'est symétrique, mais ça permettait aux logiciens de l'Antiquité et du Moyen-Âge de se repérer dans une sorte de logique transcendantale à l'intérieur de laquelle ils ont cherché des milliers de formulations qu'ils n'ont jamais trouvées, ou du moins qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit d'utilisable. Alors, je commence déjà sur ce carré d'Aristote à employer un vocabulaire qui n'appartient pas à la tradition, qui est ce qu'on pourrait dire l'usage du terme zéro. Usage du terme zéro, qui est un terme qui appartient au nombre, et qui donc, pour exprimer une quantité, intervient, on pourrait dire logiquement ici. Cet usage, il n'appartient pas du tout aux auteurs de l'Antiquité, mais il appartient à Robert Blanchet. Alors, je fais figurer ici, donc, les valeurs de ce que le zéro et le pas zéro
pourront opposer au tout et au pas tout. Sur une représentation graphique qui utilise des ronds, des patates, comme on dit souvent quand on fait la théorie des ensembles par exemple, ici, la zone centrale qui est représentative du 0 est colorée, puisqu'il y a 0 élément. Ici, la zone extérieure qui est représentative du tout est colorée. Ici, il n'y a pas 0, donc sur l'ensemble d'une figure totalement colorée, on ne remplit pas la surface concernée par le 0, donc il n'y a pas 0. Et ici, de la même manière, il n'y a pas tout. Voilà donc une présentation très simplifiée du carré d'Aristote. Ce qui est important de repérer, bien entendu, c'est la symétrie complète des contradictoires, aussi bien sur le plan graphique que sur le plan de la signification. La véritable négation de tout x est f de x, c'est il existe certains x qui ne sont pas f de x. Et la véritable négation de tout x et non f de x, c'est il existe certains x qui sont f de x. Voilà, merci.